Face au parti pris route, Pascal, vous restez autour de la table. Abnouche Chalmani nous rejoint pour son parti pris international. Bonsoir Abnouche, et c'est vous qui commencez route votre parti pris politique, la loi Yadan. Alors vous allez nous expliquer de ce dont il s'agit. Débat enflammé, pétition et j'en passe. Et vous dites, attention, il y a une chose importante, c'est de garder foi dans le débat. Que voulez-vous dire ? Bah oui, parce que je voudrais que le débat ait lieu en toute sincérité et que j'ai été choquée par les tentatives de l'en empêcher, parce que c'est une façon de nier ce nouveau phénomène qu'il existe aujourd'hui de nouvelles formes de haine antisémite masquées par des déclarations antisionistes ou anti-Israël, et que ces déclarations, elles entraînent des réactions, elles ont des conséquences sur la vie quotidienne des Français juifs ou dans d'autres pays dans le monde. Et donc c'est une question grave, nouvelle, et que c'est tout à fait logique qu'on s'en empare. Alors, est-ce que cette loi, pour autant, est parfaite ? Alors, j'évoque rapidement la pétition qui a eu lieu, qui a recueilli 700 000 signatures et qui a été classée sans suite aujourd'hui par la commission des lois de l'Assemblée. Elle évoquait des inquiétudes sur la liberté des opposants à la politique de Netanyahou et à Israël en général et aux défenseurs des Palestiniens, mais elle m'a un peu choquée parce qu'elle a conclu par cette phrase « La résistance palestinienne contre l'occupant israélien est un droit par tous les moyens nécessaires ». Et ça peut être discuté parce que est-ce que c'est pas une façon de défendre le 7 octobre ? Et c'est toute la question. Dans cette phrase, il y a le résumé de la raison pour laquelle il y a cette loi Yadan. Alors, est-ce qu'elle est parfaite ? Sans doute non. Parce que, d'ailleurs, elle déclenche des réactions, y compris de la part de gens très sincères dans leur lutte contre l'antisémitisme. Est-ce qu'elle risque d'être contre-productive ? Est-ce que c'est pas impossible. Vous voyez, moi c'est pour ça que je vous dis, débattons, que le débat ait lieu. Voilà, que le débat ait lieu de façon sereine, ce qui n'est pas le cas. Alors, c'est ça, il y a eu un impératif, c'est de lutter contre l'antisémitisme déguisé derrière des formes radicales d'antisionisme. Et en même temps, est-ce que ça n'entrave pas la liberté d'expression ? Exactement. C'est ce que vous disiez, et la légitime possibilité de critiquer Benyamin Netanyahou, la politique d'Israël, et j'en passe. Moi, je vais vous dire, ce que je voudrais faire là, c'est en quelques mots essayer d'expliquer pourquoi cette loi existe. Mais encore une fois, d'ouvrir le débat. L'article 1 de cette loi, il prévoit un nouveau délit visant à réprimer tous les actes et tous les propos qui ont pour objet ou pour effet de banaliser, de minorer, de relativiser les actes de terrorisme. Et l'apologie du terrorisme est élargie à des propos directs ou implicites. Concrètement, ça veut dire, si on dit un attentat est compréhensible, ça pourrait être poursuivi par cette loi. En fait, c'est ce que dit un arrêt de la Cour de cassation du 31 mars dernier, dont j'ai déjà parlé ici, qui était postérieur à la rédaction de cette loi. Et cet arrêt, il a établi que ceux qui disaient que le 7 octobre était un acte de résistance constituait une apologie du terrorisme. Cet article-là de la loi vise le même objectif. Maintenant, il y a des questions. Est-ce que le mot provocation implicite est discutable ? Sans doute, peut-être. Des juristes se posent la question. Que le débat ait lieu. L'article 2... il prévoit un nouveau délit réprimant le fait de provoquer à la destruction ou à la négation d'un État et de faire publiquement l'apologie de sa destruction ou de sa négation. Est-ce que la loi Yadan permettrait de poursuivre ceux qui prononcent cette fameuse phrase « From the river to the sea, Palestine will be free ». Donc de la rivière à la mer, la Palestine sera libre. Si c'est une pancarte sans explication accompagnée d'un discours hostile envers un groupe, ce qui est le cas dans les manifestations aujourd'hui en France, oui, alors que c'est toléré, il pourrait être poursuivi. Sachez que c'est le cas au Royaume-Uni aujourd'hui. Sachez que c'est le cas en Allemagne aujourd'hui, où il y a des manifestations qui sont interdites ou dispersées parce que ce slogan est prononcé. En France, aujourd'hui, il est toléré. Cette loi vise à considérer que ça pose une question. Pourquoi ? Parce que, au passage, c'est le déni de la position française sur les deux États, parce que ça veut dire qu'il y a un seul État de la rivière à la mer. Et c'est vrai que tous les jours, on critique la politique de nombreux États. On l'a fait sur la Hongrie il y a pas longtemps. On le fait en général sur la Russie. On le fait sur la Chine, sur leur politique. Mais est-ce qu'on remet en question l'existence de la Hongrie, l'existence de la Russie, l'existence de la Chine ? Il y a un seul pays, c'est Israël, parce que c'est l'État des Juifs. Et c'est en ça qu'il y a une forme d'antisémitisme. Donc, est-ce que pour les opposants, cette critique-là,
elle les empêcherait de critiquer la politique du gouvernement d'extrême droite israélien et serait une atteinte à la liberté d'expression. Eh bien, moi, je vous dis ce soir que ce que je pense, c'est-à-dire que la politique du gouvernement Netanyahou est coupable de nombreuses fautes graves, dont la colonisation violente en Cisjordanie, dont des actes de guerre disproportionnés contre les civils à Gaza, dont le vote de la peine de mort contre les terroristes palestiniens. Ces critiques-là, je les porte ce soir et je ne pense pas qu'elles seraient pénalisées par la loi Yadan. Et je les porte en mon nom ce soir sur ce plateau. Alors si un doute subsiste pour les députés, c'est très bien qu'ils en discutent. Et la représentation nationale le décidera. D'ailleurs, dans Franc-Tireur, Patrick Klugman, l'avocat, rappelle que des débats passionnés avaient eu lieu sur la loi Guesso en 90, sur le négationnisme. Et 35 ans plus tard, il remarque qu'aucun historien sérieux n'a été empêché d'écrire sur la période. Ça n'empêche pas la liberté d'expression. En revanche, ça a sanctionné des négationnistes reconnus comme Forisson ou autres. Alors, selon cet article, la provocation à détruire un État serait pénalement répréhensible. Tous pensent à l'État d'Israël. Mais dans le texte de la loi, il s'agit de tout État reconnu par la France. Je précise que ça veut dire l'État d'Israël dans ses frontières d'avant 67, parce que c'est celui-là qui est reconnu par la France, donc sans les colonies. Et puis, le futur État palestinien, il est reconnu par la France. Donc il serait répréhensible de demander la destruction de l'État palestinien reconnu par la France. Donc voilà, de la même façon que les députés en débattent. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais comment ne pas s'inquiéter sur la sérénité des débats lorsqu'on voit combien la question déchaîne les passions? Des amphis sont occupés, des manifestations sont prévues, des menaces contre la députée auteure de la loi. Cette pancarte qu'on va voir contre le député Jérôme Guedj, co-signataire, qui appelle à un rassemblement devant sa permanence demain parce que c'est le jour de la discussion de la loi. D'ailleurs, au passage, aucun étudiant ne s'est levé pour soutenir les manifestations des opposants iraniens il y a quelques semaines. Je suis un peu surprise, mais comme d'habitude, il y a 2 poids 2 mesures. C'est cela qui pose question. Et donc, pourquoi tant de virulence et de déchaînement d'invectives alors que cette loi vise à lutter contre ces nouvelles formes d'antisémitisme? Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une forme de débat sérieux, de bonne foi, pour lutter contre ces nouvelles formes et ce fléau? Dans l'opinion, et je conclus, Alexandre Malafé, le président de l'Institut Sinopia, propose une formule que j'ai trouvée intéressante. Voter la loi, qui serait peut-être maniée en débat, en évaluer les résultats. Si elle s'avère inutile ou si elle a des effets pervers, eh bien les élus en tireront les conséquences. Moi, j'ai trouvé ça intéressant comme démarche. Pascal, votre parti pris économique, la mesure choc de l'Espagne sur les sans-papiers. À rebours de l'Europe, l'Espagne régularise 500 000 sans-papiers, ceux qui sont là depuis au moins 5 ans, je crois. Non, 5 mois. 5 mois, pardon. 5 mois. 5 mois de séjour sur le sol espagnol. Alors, c'est vrai, il y a aussi l'Italie, l'Italie qui a régularisé, l'Italie comme l'Espagne. C'est 2 gouvernements qui sont opposés. Il y en a un qui est plutôt à gauche, l'autre qui est plutôt à droite. Donc, l'Espagne de Pedro Sanchez annonce la régularisation de 500 000 sans-papiers. La procédure de régularisation commence d'ailleurs demain et les personnes concernées doivent entreprendre une petite démarche pour démontrer leur présence en Espagne de 5 mois, c'est-à-dire 1er janvier, grosso modo, de cette année, démontrer qu'ils recherchent un travail activement et démontrer également qu'ils disposent de liens familiaux dans le pays. Le gouvernement qui a voté ce dispositif, ces dispositions de régularisation, affirme qu'il poursuit un double objectif très court, mais écoutez ce qu'en dit le Premier ministre Pedro Sanchez. Lo que estamos haciendo es reconocer derechos a ciudadanos que ya están en nuestro país. En segundo lugar, es un proceso de regularización como hemos tenido otros muchos a lo largo de los más de 40 años de democracia en nuestro país. Por cierto, con administraciones también del Partido Popular. Alors, il dit un tout petit peu plus loin, on leur donne des droits, mais on va aussi leur donner des responsabilités, des obligations, si vous voulez. Il y aura des obligations sociales et fiscales. Alors, c'est étonnant dans un pays où il y a 9,9% de chômeurs. La logique naturelle serait de se dire on va aller puiser dans la ressource humaine qui est immédiatement disponible, les chômeurs par exemple, pour remplir les emplois. Parce que l'Espagne, comme tous les pays européens d'ailleurs, est confrontée à un phénomène qu'on appelle le vieillissement démographique, c'est-à-dire qu'il y a un allongement de la durée de vie, de moins en moins de jeunes, de la dénatalité et un allongement de la durée de vie. Donc ça vous fait une société qui ressemble un peu, vous voyez, ça ressemble un peu à une toupie, vous voyez.
C'est-à-dire qu'il y a une part de population âgée qui est importante et la pyramide, ce qui était représenté par une pyramide, se resserre à la base. Alors, les bénéficiaires du dispositif auront un permis de séjour pour une année, qui sera une année renouvelable, mais les populations concernées sont des populations qui sont essentiellement d'origine latino-américaine. C'est-à-dire que ce sont des populations qui parlent déjà parfaitement l'espagnol, avec lesquelles, je dirais, il n'y a pas de choc culturel, parce que quand on pense à l'Espagne, on est obligé de penser au débat que nous avons nous-mêmes, et qu'on a eu il y a d'ailleurs quelques minutes, autour de la table. La maîtrise de la langue, j'allais dire l'assimilation par la culture, si vous voulez, le partage d'un certain nombre de valeurs, c'est absolument essentiel. Or, les latinos et les espagnols ont un patrimoine commun. La langue en particulier. Je me suis renseigné au passage, avant d'obtenir un droit de séjour et de travail en Allemagne, il faut 400 heures d'apprentissage de la langue. 400 heures. Vous vous rendez compte de ce que c'est ? 400 heures. Donc, les économistes espagnols s'accordent à reconnaître qu'il s'agit, pour la plupart des personnes concernées, de gens qui sont déjà au travail, et donc le gouvernement entend que ces populations qui travaillent de façon clandestine payent des impôts et des cotisations sociales. On attend 750 000 demandes et il y aura 500 000 régularisations. Donc on a deux pays du Sud qui mènent des politiques qui sont complètement à l'inverse des politiques des démocraties sociales d'Europe du Nord. Je pense au Danemark, je pense à la Suède, dans lesquelles au contraire on applique des quotas, des politiques de quotas, de filtres. On choisit, le mot immigration choisi ou l'expression immigration choisie n'est pas tabou dans ces pays, et donc on a des politiques très restrictives en dépit du fait que ce sont des gouvernements plutôt de gauche. Alors, en Espagne, peut-être que comme en France, un certain nombre d'Espagnols ne veulent pas prendre les petits boulots. Vous prenez par exemple les travaux agroalimentaires. On dit, vous savez, de l'Espagne du Sud, de l'Andalousie, que c'est une partie du jardin de l'Europe. Et c'est vrai qu'il y a d'immenses serres qui abritent la production de tomates, de haricots verts, de pommes de terre, etc., de tous ces produits que nous consommons toute l'année, et les Espagnols n'y travaillent pas. Faut dire la réalité. La réalité des choses, c'est que ce sont, dans la plupart des cas, des ouvriers marocains. Alors, on se pose la question en France, mais est-ce que la société française est prête à la régularisation massive des sans-papiers ? On a à peu près le même volume de population. Il y a en France entre 600 et 900 000 personnes qui sont en situation irrégulière, dont une majorité travaille. C'est compliqué sur le plan politique. C'est compliqué parce qu'il y a un contentieux avec les pays émetteurs. J'ai retrouvé cette formule du président algérien Abdelmajid Tebboune qui dit « Les Algériens devraient avoir des visas de 132 ans ». Référence à la colonisation. C'est-à-dire que les Algériens qui arrivent en France n'arrivent pas peut-être avec la volonté parfaite de s'intégrer quand ils entendent leur président dire que au fond c'est un dû. Voilà, on peut faire la différence entre le président Tebboune et puis l'immigré algérien moyen qui est notre voisin ou notre cousin. Ce que je viens de faire à l'instant, oui. Parce que je veux être absolument très prudent. Enfin, il n'y a pas d'encouragement, si vous voulez, à l'insertion. Et puis, il y a un deuxième élément, c'est qu'il y a une très faible intégration économique des immigrés en France. En réalité, quand vous regardez le taux d'emploi des immigrés en France, c'est 62%. Celui des natifs, pardon, j'aime pas beaucoup l'expression, mais c'est comme ça, c'est 70%. L'immigration de travail en France, elle ne représente que 15% des flux entrants, avec un taux d'emploi donc qui est faible. Et pourtant, nous disent tous les experts, tous les démographes, à partir de 2035, nous aurons besoin de 300 000 entrées chaque année, tout simplement en raison du phénomène que je décrivais tout à l'heure, le vieillissement démographique, c'est-à-dire qu'il faudra des bras pour travailler et pour servir la population plus âgée que nous serons devenus collectivement. Raison de plus pour débattre tranquillement de notre politique d'immigration à venir. Abnous, votre parti pris international. Alors on a mis beaucoup d'espoir dans le nouveau régime sénégalais, pas vous ? Non. En tout cas, il se passe quelque chose au Sénégal, le premier condamné pour homosexualité. Mais oui, il s'appelle Mbaye Diouf, il est ouvrier, la trentenaine, il habite à Pikine, une banlieue populaire de Dakar. Le 2 avril dernier, en fin d'après-midi, il entre dans un jardin public pour retrouver un autre homme. Un voisin les épie, filme la scène sur son téléphone, puis traite
Mbaye Diouf au commissariat, pantalon sur les genoux. C'est une humiliation. Après 2 jours de garde à vue, il a été jugé. Il a pris 6 ans de prison et 2 millions de francs CFA d'amende, un peu plus de 3 000 euros. C'est considérable. Depuis début février, c'est une chasse à l'homme au Sénégal. Des dizaines d'arrestations chaque semaine, des téléphones fouillés pour remonter les réseaux, des hommes séropositifs qui n'osent plus aller chercher leur traitement à l'hôpital, des gens qui vivent reclus, qui ont effacé leur groupe WhatsApp, qui ne sortent plus. Un homme témoigne anonymement. Tu te réveilles le matin et tu reçois des nouvelles d'arrestations partout. C'est une chasse aux homosexuels. Mais Mbaye Diouf est devenu la semaine dernière le premier condamné sous la nouvelle loi sénégalaise contre l'homosexualité, un cobaye de la répression. Voilà ce qu'on fait d'un homme au nom de la souveraineté, aussi ahurissant que cela puisse paraître, parce que ce qu'on entend au Sénégal pour justifier cette loi, c'est la résistance à l'Occident, la résistance au colonialisme moral. Ousmane Sonko, le Premier ministre, a défendu son texte comme une promesse de campagne, et c'était une promesse de campagne, j'en avais parlé ici même. Le ministre de l'Intérieur a applaudi, je cite, une belle loi. 135 députés ont voté pour, 0 contre, 3 abstentions, 3 dans tout un Parlement. Mais voilà ce que ces résistants semblent ignorer, résistants avec des tas de guillemets, ceci est une ironie. Les lois qui criminalisent l'homosexualité en Afrique sont pour la plupart un héritage colonial. Un héritage direct, textuel, sourcé. Au Sénégal, la loi contre, je cite toujours, les actes contre nature reprend l'ordonnance française de juin 1942, signée par le maréchal Pétain, repris d'une loi allemande, elle-même inspirée par le puritanisme victorien. Vous avez bien entendu, pour résister, entre guillemets, au colonialisme, le Sénégal a réformé une loi signée par le maréchal Pétain. L'ironie est effrayante. Et le pire dans cette histoire, c'est le mensonge fondateur. Ce mensonge qui dit que l'homosexualité serait une invention occidentale, parce que c'est ça qui a dominé les débats, importé de force sur des terres vierges et pures. L'anthropologie, l'histoire, les archives, tout dit le contraire. La diversité sexuelle est aussi ancienne que l'humanité. Elle a existé au Sénégal avant les colonisateurs comme partout ailleurs. Vous vous souvenez d'Ahmadinejad, le président iranien, qui expliquait tranquillement que l'homosexualité n'existe pas en Iran. C'était tout aussi stupide. Le mot gour yigun existait depuis au moins un siècle dans la langue wolof pour désigner les personnes homosexuelles avant que le terme ne soit employé en Europe à la fin du 19e siècle. Donc, c'est dire. Ce qu'on présente comme une résistance n'est qu'une performance politique, et c'est ça qui me désole, une façon de désigner un ennemi intérieur pour détourner l'intention des problèmes économiques qui n'ont pas été résolus par ce gouvernement-là. Et donc, résultat, c'est que Mbaye Diouf se retrouve comme étant un bouc émissaire en chair et en chair et en os, et c'est ça que moi je trouve ça absolument dramatique. Il n'est pas une menace pour la civilisation sénégalaise, rien que le dire comme ça, je suis atterrée. Il est une offrande pour détourner l'attention et canaliser la haine vers l'Occident. Alors quelques chiffres pour finir, parce que le Sénégal n'est pas le seul dans ce cas, et ça me désole. Plus de la moitié des pays africains, 32 selon les chiffres officiels, pénalisent l'homosexualité. La peine de mort est encourue en Ouganda, en Mauritanie, en Somalie. Une dizaine de pays prévoit des peines allant de 10 ans à la perpétuité, parmi lesquelles le Soudan, le Kenya, la Tanzanie et le Sierra Leone. Dans le monde, 64 États répriment l'homosexualité, et dans 12 d'entre eux, elle est passible de la peine de mort. Et partout, le même argument, nos valeurs, notre culture, notre indépendance, partout, le même mensonge colonial retourné comme une arme contre les siens. Sauf que le Sénégal et ses dirigeants étaient présentés comme un modèle de progressisme. Et Dieu sait si Afrique. j'ai essayé de démonter cette idée lycée-là en précisant à quel point dans le programme vous aviez cette trace de rétrograde, et que moi ça me désole parce que je voyais venir, c'était dans leur programme. Donc oui, c'était une promesse de campagne et elle est appliquée. Et ce qu'on assiste aujourd'hui au Sénégal, c'est à une régression humanitaire et à une chasse à l'homosexuel. Il faut dire les mots tels qu'ils sont. Merci à vous trois pour ces partis pris.